Je vais maintenant appeler Monsieur Pierre-Damien Huyghe à prendre place et vous le présenter rapidement. Donc Pierre-Damien Huyghe est philosophe et professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et il était, jusqu'il y a peu de temps, responsable du master recherche, design et environnement. Les recherches de Pierre-Damien Huyghe portent, entre autres, sur la philosophie et l'esthétique, et notamment les conditions d'ouverture des conduites artistiques à la technique et à l'industrie. Il a publié une quinzaine d'ouvrages, et encore plus dans des contributions, dont on peut citer Art et Industrie, en 2015 chez Circé, Moderne sans modernité, en 2009 aux éditions Ligne, merci. Faire place aux éditions mixtes dont on parlait, L'art au temps des appareils, Art et Industrie, Philosophie du Bauhaus, chez Circé, etc. Nous avons avec Gaël décidé d'inviter Pierre-Damien, car il fait partie du peu de philosophes qui aident à penser le design. Design qui est une discipline possiblement importante aujourd'hui, puisque c'est entre autres à elle que revient de penser ou de proposer une synthèse dans les formes et la matière des objets, d'articuler la technique, l'esthétique et l'usage des choses qui soutiennent nos activités quotidiennes ou professionnelles. Et maintenant aussi leurs impacts. Ainsi, Pierre-Damien, pour nous, est assez utile, car il a une façon bien à lui de déployer les mots, de chercher en leur sein ce qu'ils contiennent d'important pour articuler, là je parlerai que de notre point de vue, notre pensée de concepteur. Et vu le temps qu'il fait, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez nécessaire et même de jouissif de questionner et découvrir autrement le sens de ce qu'on fait en tant que designer, encore une fois, par le sens que Pierre-Damien trouve dans les mots qui entourent notre pratique et que nous manipulons toute la journée sans véritablement savoir ce qu'ils contiennent. Les explications, les éclairages de M. Huyghe sont pour nous très agissantes parce qu'elles permettent en fait de poursuivre notre travail et de le faire aboutir aussi parfois, alors que la piste paraît un peu bouchée par les sérieuses contradictions qui ont été évoquées ces derniers jours. Et je trouve que, bien que le travail de Pierre-Damien soit historiquement extrêmement renseigné et ancré et articulé, ses propos sont très tournés vers le futur, il me semble, et futur dont on sait qu'il a de l'avenir. Merci beaucoup. Je vous remercie particulièrement, évidemment, Stéphane et Gaël, de m'avoir invité, mais je remercie aussi tous ceux et toutes celles qui ont permis que ce séjour se déroule comme il s'est déroulé, c'est-à-dire très agréablement et d'une manière en même temps très soutenue sur le plan intellectuel, puisque tout de même il y a eu de quoi discuter et de quoi réfléchir. J'ai intitulé mon propos de cette fin d'après-midi « Le courage de la pauvreté ». Je vais commencer par vous lire le petit texte que j'ai adressé à Stéphane et Gaël pour, au fond, résumer au moins mes intentions et que vous sachiez vous-même dans quelle direction approximative je vais m'orienter à partir de maintenant. Donc voici en gros mon intention. Avec la validation de la notion d'anthropocène, il me semble que la responsabilité des héritiers de la société industrielle que nous sommes, alors je vais faire comme je fais toujours, c'est-à-dire je coupe mes phrases, parce que je viens de dire un mot auquel je donne une signification que j'espère précise. J'appelle responsable celui qui répond, c'est l'étymologie du mot, à une question quand on la lui pose. C'est-à-dire, qu'as-tu fait hier? Si je suis responsable, je suis non seulement en droit, mais en obligation de donner une réponse. Et ce n'est pas la même chose, on l'a dit d'ailleurs ce matin, responsable et coupable. Je parle bien de responsabilité. Nous sommes des héritiers de la société industrielle et une question nous est posée
pour laquelle une autre question arrive immédiatement. Sommes-nous responsables? Pouvons-nous répondre à cette question qui est en gros qu'est-ce que va devenir le monde pour ceux qui vont être les héritiers des héritiers que nous sommes de la société industrielle? En tout cas, aujourd'hui, la responsabilité qui est la nôtre est supposée extrêmement grande ou attendue en tout cas. Quand la situation est grave, est-ce que nous pouvons encore, quand elle est grave au point où certains nous disent qu'elle est-ce que nous pouvons encore regretter et justement, non pas seulement répondre, mais nous sentir coupables? Je voudrais, en cette fin d'après-midi, soutenir l'idée que la seule perspective qui est vraiment ouverte pour nous, c'est l'espoir. Et je voudrais évidemment analyser ce que cela veut dire, espérer. C'est-à-dire, et ça, il va falloir que je m'explique là-dessus, bien entendu, non pas réussir, je voudrais vous montrer ça, hein, que ce que nous pouvons nous proposer de mieux, c'est espérer, mais que espérer, ça n'est pas réussir, ça n'est pas trouver une issue. Je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Mais c'est peut-être opérer courageusement, sans attendre ni exiger d'avoir tout ce qu'il faudrait. Alors à cette expression, si je suis à peu près clair dans mon propos, j'espère donner tout à l'heure une interprétation précise. Qu'est-ce que ça veut dire avoir tout ce qu'il faudrait pour faire quelque chose? Ce genre de proposition, ce que nous pouvons nous proposer, ce que nous pouvons espérer, ça n'est pas de réussir, ça n'est pas de trouver une issue, mais c'est d'opérer courageusement, sans même attendre ni exiger d'avoir tout ce qu'il faudrait. Ce genre de proposition, certes, n'est pas dominant dans la culture qui est la nôtre. Cependant, ce genre de proposition n'est pas tout à fait étranger à la culture qui est la nôtre, et je voudrais vous le montrer. En vous le montrant précisément, je voudrais par la même occasion alimenter autant que je pourrais la réflexion, et là aussi tout à l'heure j'essaierai de préciser ce que veut dire ce mot pour moi, réfléchir, en montrant donc qu'il y a dans notre culture de quoi pouvoir penser que nous pouvons opérer courageusement. En vous le montrant, je voudrais par la même occasion alimenter la réflexion sur une autre notion qui pourrait être aujourd'hui bien utile, c'est celle de ce que j'appelle depuis quelque temps une industrie sans force. Une industrie sans force. Moi, je laisse pour le moment méditer qui le veut sur cette petite expression. Alors, pour essayer de remplir cette espèce de programme, je pense procéder en 4 parties, en 4 moments. Alors, je préviens l'assistance forcément un peu fatiguée après toutes ces heures de méditation intense. La 4e partie sera la plus courte, extrêmement courte. Donc, quand j'aurai fini la 3e, ça sera presque bon, hein. La première sera peut-être la plus longue, mais pas la plus difficile. En revanche, peut-être la 2e et la 3e nécessiteront un tout petit peu d'effort conceptuel. Voilà. Alors, premièrement, première partie, je ne fais aucune démonstration en réalité. J'essaye de... En effet, Stéphane a dit les mots sont très importants pour moi. C'est-à-dire, je pense que quand les choses sont mal nommées, le seul fait de mal nommer quelque chose fait mal. Je tiens ça, je veux dire très rapidement, disons d'une certaine expérience de la psychanalyse. Je pense que quand on peut nommer les choses correctement, il y a de la souffrance qui tombe, qui diminue. C'est pour ça que ça me semble très important de faire jouer dans nos esprits autant que nous pourrons les significations. Donc moi, je ne démontre rien, j'essaye de suggérer quelques méditations. Voici la première, puisque, au fond, je vais vous en proposer 4. Donc, si nous ne pouvons pas douter désormais, comme il semble bien que ce soit le cas, des avertissements que nous lance la climatologie, qu'est-ce qu'il nous reste, sinon, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, espérer quand même? C'est sur ce quand même que je voudrais m'attarder désormais. Je vois
dans ce quand même, espérer quand même, je vois dans cette petite expression, après avoir relu l'Odyssée d'Homère, dont je vais vous parler, je vois là une définition du courage. En effet, qu'arrive-t-il à Ulysse dans le poème d'Homère, l'Odyssée? Est-ce que, si on regarde ce qui lui arrive, on n'est pas conduit à observer que Ulysse est cet homme qui aura affronté des éléments déchaînés? Peu importe, dans l'affaire, les causes et les responsabilités, il y va en tout cas d'une série de situations catastrophiques dont nous pouvons penser qu'Ulysse se sort finalement. Mais nous pouvons aussi considérer que ce qui fait la matière essentielle du poème d'Homère, c'est moins cette sortie, Ulysse s'en sort, je vais revenir tout à l'heure sur ce mot-là, s'en sortir. Ce qui fait la matière essentielle du poème, c'est peut-être moins le fait qu'Ulysse s'en sort, c'est donc moins cette sortie que le temps au long duquel Ulysse, l'espoir chevillé au cœur, affronte l'hostilité de toutes sortes de vents contraires. Comme, au fond, c'est le même genre d'hostilité qui nous est de rechef promise, il me semble que le texte d'Homère nous redevient, paradoxalement, extrêmement contemporain. De là que je voudrais, dans ma première partie, pour commencer, au moins, si vous voulez bien, en dire quelques mots. D'abord, je dirais que l'Odyssée n'est pas l'histoire d'un héros. Ça n'est pas l'histoire d'un héros au sens grec du terme que je vais rappeler à l'instant, et ça n'est pas non plus l'histoire d'un héros dans un sens plus actuel, je dirais, du mot. Le héros antique, en effet, est, à strictement parler, un être qui a part à la divinité. Il a dans sa généalogie un dieu ou une déesse, ce qui n'est évidemment pas notre cas, pour autant que je sache. Mais Ulysse n'est pas littéralement un héros de cette sorte. Il est pas comme le héros grec littéralement, lequel est en famille avec les dieux immortels. S'il est vrai que le poème d'Homère n'exclut en rien que les dieux participent, d'ailleurs le plus souvent en se disputant, du sort d'Ulysse, il est non moins vrai, et il est particulièrement notable, que Ulysse refuse, au cours du poème, l'immortalité qui lui est à un moment proposée. Excusez-moi. On lui propose à un moment de devenir un immortel, et il refuse. Autrement dit, c'est très intéressant. Il veut être un homme, et je dirais rien qu'un homme, c'est-à-dire un mortel. Il refuse donc la proposition d'immortalité qui lui est faite, en quoi donc, décidément, il n'est pas un héros. Son histoire est donc, en fait, celle d'un humain qui tient à la propriété essentielle de l'humanité d'être concerné par la mort. Mais je crois que c'est dans un autre sens encore qu'Ulysse est, dans l'Odyssée, finalement moins héroïque que courageux. Héros, peut-être l'a-t-il été, au sens, non pas grec du terme, mais au sens plus banal qui serait le nôtre, c'est-à-dire le héros est un grand homme. Hein, c'est pas un dieu cette fois, mais c'est quand même un grand homme. En ce sens-là, peut-être Ulysse a-t-il été héroïque quand il faisait la guerre à Troie, autant par conséquent non pas du poème l'Odyssée, mais du précédent de Homère, à savoir l'Iliade. Même si ses exploits sont encore chantés et narrés ou récités, on a beaucoup parlé de récits depuis 2 jours, et dans l'Odyssée, plusieurs fois, les exploits d'Ulysse pendant la guerre de Troie sont narrés. Il est remis en scène par ses propres interlocuteurs. Donc même si ses exploits sont chantés et sont narrés, son esprit, désormais, est ailleurs. Il ne veut plus être un héros, il en a par-dessus la tête de ses propres exploits à la guerre, il veut entrer chez lui. Il veut aller, j'y reviendrai, là où est son cœur.
Donc c'est l'histoire d'un homme qui non seulement revient, je dirais géographiquement, d'être parti servir une grande cause historique, hein, ce qu'il a fait pendant la guerre de Troie. Il a quitté son chez lui pour aller participer à une grande aventure dans laquelle, par hypothèse, les hommes se grandissent, deviennent éventuellement des auteurs d'exploits dont on peut raconter l'histoire par la suite. Ben, il est revenu de ça. Il en revient géographiquement, puisqu'il essaye tout simplement de rentrer dans son île d'Ithaque. Mais au fond, même si le mot que je vais dire n'est pas un mot, bien que son apparence soit grecque, en fait, il n'est pas grec. Psychologiquement, Ulysse est revenu de ce genre de causes pour lesquelles il a, au fond, suffisamment donné, pense-t-il. Ce qui motive désormais Ulysse dans l'Odyssée, ça n'est pas de grandir en renommée. Non, ce qu'il veut, c'est aller où le porte son cœur. Alors je dis ce mot de cœur exprès en sachant qu'il se trouve dans l'étymologie même du mot courage en français. Ce qui meut Ulysse dans l'Odyssée, ce qui lui permet de persister dans l'affrontement des catastrophes qui ne cessent de lui arriver, ce qui, autrement dit, littéralement l'encourage, ce qui encourage Ulysse, c'est ce qu'il a à cœur, c'est au fond son cœur même, à savoir ce foyer, hein, je posais ce matin la question écho, qu'est-ce que ça veut dire écho? C'est une des significations du mot. Dans la vieille langue grecque, l'oikos peut signifier le sein, le ventre, dans les racines mêmes du mot oikos dans le vieux grec, le foyer, le repère, P-A-I-R-E, le sein, le cœur, etc. Donc ce qu'il a à cœur, c'est son cœur même, c'est ce foyer d'existence qui, il y a quelques années seulement, ne lui semblait pas constituer un motif suffisamment puissant pour le retenir de se vouer à quelque chose qui lui semblait d'une plus grande dignité, d'un plus haut appel. Parce que c'est ça son histoire. Il n'avait pas à cœur, quand il est parti faire la guerre à Troie, ce que maintenant il a à cœur et qui le fait revenir chez lui et qui lui semble être la chose absolument essentielle et pour laquelle ou au nom de laquelle il affronte les pires tempêtes et les éléments déchaînés qui, d'une certaine manière, le retardent et qui, en même temps, sont l'occasion pour lui de se manifester en tant qu'humain courageux. Alors tout est là peut-être. Tout est là dans le fait que, d'abord, Ulysse s'est senti obligé de participer à une grande aventure et qu'il en est maintenant donc revenu. Tout est là peut-être dans la valeur d'obligation qu'il a consentie, qu'il a reconnue du temps de sa jeunesse à des entreprises de grande ampleur qui, il faut tout de même le dire, pour atteindre leurs objectifs, auront dû ruiner, c'était leur logique, une société entière, à savoir la société troyenne. Ulysse a participé à une grande aventure dont la substance aura été la ruine d'une société entière, celle de Troie. De la ruine de cette société, Ulysse, c'est très clair dans le poème d'Homère, ne repart pas les mains vides. Il a participé au pillage de la ville et dans les cales de ces vaisseaux dont il commande la flotte, au début de l'Odyssée, se trouve tout un trésor, tout un ensemble de biens qui ont été produits sur place à Troie et que, vainqueur ou gagnant, comme vous voudrez dans l'aventure, Ulysse s'est approprié. C'est très important pour moi, dans la lecture de l'Odyssée, le fait qu'Ulysse reparte avec un vaisseau dont les cales sont pleines d'un butin. Je trouve que c'est une figure de la réalité contemporaine. L'entreprise de grande ampleur dont je viens de parler, en prenant évidemment le mot entreprise à dessein. Ulysse a participé à une grande entreprise, comme on est aujourd'hui les grandes entreprises. Bon. L'entreprise de grande ampleur dont je viens de parler aura été une guerre
et peut-être pas, mais peut-être pas seulement une guerre militaire, mais aussi, donc, vous m'avez compris, une guerre économique. Elle métaphorise l'entreprise de grande ampleur à laquelle Ulysse a participé avant de devenir courageux. Elle métaphorise, à mes yeux, de lecteurs d'aujourd'hui, une question qui est celle de l'accaparement et puis du rapatriement des richesses dont le monde est capable ailleurs que chez nous. Qu'on puisse de pareilles activités de ceux qui vont participer à des grandes entreprises pour rapatrier leur butin dans les maisons mères, pour dire les choses simplement, qu'on puisse de pareilles activités faire des exemples, qu'on puisse par exemple les proposer à la jeunesse en disant « ça serait bien si tu devenais un chef d'entreprise » à ses enfants. Qu'on puisse de pareilles activités faire exemple et que ce faisant on héroïse ce genre d'activité est assurément, à mes yeux en tout cas, une partie du problème qui nous fait méditer depuis au moins 2 jours. Qu'Ulysse compte lui-même au nombre des grands chefs d'entreprise, donc l'Odyssée ne nous le cache pas, qui décrit à plusieurs reprises Ithaque, la maison mère donc, si j'ose dire, en tant qu'organisation économique efficace. En partant à Troie, Ulysse savait le risque qu'il pouvait faire courir à cette maison si bien gérée et qui porte son nom. Mais il savait aussi que s'il gagnait, l'aventure serait fructueuse. Il ne s'est donc pas abstenu d'y participer, c'est l'appât du gain, tout simplement. Et bien sûr, une expression formulée dans un langage diplomatique a couvert toute cette affaire, c'est-à-dire, vous connaissez le prétexte, hein, il s'agissait d'aller récupérer, si j'ose dire, la belle Hélène, supposée enlevée par les Troyens, mais la réalité de l'histoire, c'était peut-être qu'un certain nombre, alors on peut dire de chefs de guerre, dans la espèce de lecture contemporaine que je vous propose, je dis une série de chefs d'entreprise avaient décidé de se rendre à Troie pour s'emparer des richesses, des ressources qui se trouvaient là-bas. Alors bien sûr, on n'est pas dit on va aller à Troie piller les Troyens. Non, il y a une expression diplomatique qui couvre ça. On va à Troie pour récupérer une femme qui a été enlevée et qui serait, par hypothèse, séquestrée là-bas. Ce prétexte plus diplomatique ou d'allure plus diplomatique a si bien couvert la réalité de l'aventure qu'il semblait déshonorant de se soustraire à l'expédition. Et c'est pourquoi il est parti, Ulysse. Alors la contrepartie de toute cette affaire, c'était la renommée, précisément, à l'issue, c'était l'inscription du nom d'Ulysse au registre des grands noms de l'humanité. Cependant, si l'Odyssée, qui est au fond l'aventure de l'Occident, je pense que c'est l'un des premiers textes qu'on puisse considérer appartenir à notre grande mémoire, dans lequel se constitue la notion même d'Occident, puisqu'il s'agit d'établir une séparation entre ceux qui sont du côté du soleil levant et ceux qui sont du côté du soleil couchant. Le deuxième grand texte, pour moi, j'ouvre une parenthèse, qui définit l'Occident, c'est Hérodote, juste avant la naissance de la philosophie, qui raconte la guerre contre les Perses, gagnée contre les Perses, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui, et qui a consisté à séparer, à mettre une ligne de démarcation entre le monde grec occidental, Occident, et celui des Orientaux. Et je crois qu'on n'est pas sorti de cette affaire, dans une certaine mesure, comme au fond, j'imagine que vous pouvez le comprendre sans que j'ai besoin de m'expliquer davantage. Donc si l'Odyssée, qui est au fond la première grande aventure de l'Occident, si l'Odyssée dit bien tout ce que je viens d'essayer de vous dire, elle dit encore autre chose. Hannah Arendt voyait dans le poème d'Homère une première écriture, l'une des plus anciennes que nous aurions, selon elle, de l'idée de politique, où cela revient au même. Elle voyait là l'une des premières écritures d'une idée de l'humanité, qui n'est pas partagée par tout le monde, mais qui est l'idée occidentale de l'humanité, à savoir que humain est cet être qui a à se gouverner lui-même par délibération.
à l'issue de délibérations. Et en effet, c'est un motif récurrent dans le poème d'Homère. Régulièrement, il réunit sa société de compagnons pour discuter de la conduite à tenir, de la voie à suivre, et je dirais presque, puisqu'il s'agit en dernier ressort de naviguer à travers la Méditerranée, il réunit ses compagnons pour décider du sens à donner au gouvernail. Je vous signale que c'est la même étymologie, hein, gouvernail, gouvernement. Je vais d'une certaine manière, pour ce qui me concerne, au-delà de la proposition faite par Hannah Arendt. Car l'histoire dont le poème fait récit est, jusqu'à un certain point au moins, celle d'un homme qui revient de son engagement premier et surtout, j'en viens quand même à mon sujet, qui est de plus en plus démuni. Donc au sens strict, qui a de moins en moins de munitions. Dans sa confrontation avec un monde dont les règles lui échappent, elles sont d'ailleurs, ces règles, pour beaucoup inhumaines. Hein, la force des vents contraires, des tempêtes rencontrées sont, à proprement parler, inhumaines. Et d'ailleurs, dans le poème, elles sont, comment dire, dirigées par des divinités, donc pas par des humains. L'histoire dont le poème fait récit est jusqu'à certains points au moins celle d'un homme qui est... non, excusez-moi, je me perds. C'est l'histoire d'un homme qui est de plus en plus démuni, oui c'est ça, dans sa confrontation avec un monde dont les règles lui échappent et qui sont pour beaucoup inhumaines. Il perd, Ulysse, peu à peu ses compagnons, il perd vaisseau et butin jusqu'à n'avoir plus rien. Voilà. Cette expérience de la perte est à pleurer, ce qu'il arrive en effet et plusieurs fois à Ulysse de faire. En relisant le poème d'Homère, j'étais frappé de voir combien de fois ces hommes pleurent. Bon. N'est-ce pas alors que, ne pensez-vous pas que c'est alors que, contre toute attente, son espoir, parce qu'il ne tient plus qu'à lui, est au plus profond qu'il puisse être? Alors c'est une fausse question. Je pense que c'est là que se trouve l'espoir au plus profond qu'il est possible, maintenant qu'il est démuni, absolument démuni. Et n'est-ce pas là que se tient l'expérience la plus radicale et au sens propre du mot, la plus éthique, du quand même que j'évoquais en commençant tout à l'heure. Quand même, bien que démuni, il va continuer. S'il en est ainsi, alors le courage n'est pas là où il semble, mais semble seulement d'abord. Le courage n'est pas tant qu'on le dit dans l'assomption, dans le fait d'assumer, dans l'acceptation d'une cause à haute renommée possible. C'est-à-dire qu'Ulysse est beaucoup plus courageux dans l'Odyssée que dans l'Iliade. Ne témoigne donc pas du courage le placement d'un nom dans des opérations grandement historiques, placement qui définit au contraire, voulez-vous le noter au passage avec moi, le contexte de la première discussion que je connaisse quant à la notion de courage, à savoir celle que Platon propose et organise dans son dialogue, un dialogue de jeunesse qui nous reste en mémoire sous le nom de l'Achès. Donc la question que pose Platon, ils sont trois. Il y a Socrate qui rencontre Nicias et Lachès. Et en fait, ils se demandent, il y a des enfants qui sont, dans les mains d'un maître de gymnastique, qui en fait est un maître d'armes. Et la question est de savoir comment bien éduquer ces jeunes garçons pour qu'ils deviennent des héros, qui se rendraient célèbres comme un tel ou à telle ou telle bataille, hein, que ça devienne de grands hommes possibles. Voilà. Et tout le monde semble d'accord pour dire que devenir un grand homme suppose d'être courageux. Ah, dit Socrate, très bien, Lachès, tu dis ça, et toi, Nicias, tu dis ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis courage? Par exemple, est-ce que ça peut s'enseigner, le courage? Et là, une discussion commence, je vous renvoie au texte, et qui n'aboutira jamais. C'est-à-dire que le dialogue est un dialogue aporétique, mais peut-être parce que la question est mal posée. C'est parce que d'entrée de jeu, il y a une fausse hypothèse sur le courage, à savoir que
Être courageux et être héroïque, c'est la même chose. Ce que j'essaye de démentir le plus que je peux, comme j'imagine vous m'entendez. En tout cas, si on part de l'hypothèse que le courage et l'héroïsme, la participation à une grande entreprise, etc., serait la même chose, eh bien, lisons le premier texte qui aura réfléchi cette question, le premier que je connaisse en tout cas, le dialogue de Platon, Laquès, et nous verrons que ça n'aboutit pas. Le dialogue est aporétique, il ne se sort pas de la question qu'il pose lui-même, sinon pour dire qu'il n'y a pas de savoir chez les Grecs sur le sens d'un mot dont ils font pourtant une référence en matière d'éducation. Prenons, si vous voulez bien, cet échec comme un avertissement. Il me semble qu'il nous invite à réfléchir le courage sur un autre fondement que celui adopté dans ce texte. Aujourd'hui, je dois ce que je vais dire à Marie-Josée Monzin, qui m'a soufflé la première formulation de l'idée que je vais vous dire lors d'une série d'émissions radiophoniques à laquelle nous participions successivement, elle et moi. Donc, aujourd'hui, il me semble que nous pouvons dire ceci: le courage n'est plus une valeur proposée à la jeunesse. Aujourd'hui, ce qui est proposé à la jeunesse en échange, ce qui est substitué à la vieille proposition, même inaboutie dans sa conception des Grecs, il faut être courageux, ce qui est aujourd'hui proposé en échange, c'est la réussite. Ce que nous proposons à nos jeunes, c'est de réussir dans la vie. Ce n'est pas d'être courageux. Partons de là, si vous voulez, et recommençons à réfléchir avec cette proposition, qui sera mon hypothèse foncière, qu'être courageux, ça n'est pas réussir. Alors, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça veut dire de dire une chose pareille? Bien qu'on ne sache pas, depuis l'Antiquité, exactement ce que c'est qu'être courageux, vous voyez l'échec du dialogue de Platon, il n'en reste pas moins que c'était une valeur qu'on pouvait se proposer. Aujourd'hui, je pense, avec Marie-Josée Monzin, je la suis sur ce point, que la notion de réussite s'est substituée à celle de courage. Et je vous propose, dans les quelques minutes qui nous restent, de réfléchir à contre-hypothèse. Être courageux, ça n'est pas réussir. Bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va? Fin du point 1. On met ça de côté, si ça va, et on passe au point 2. Alors, ça va se corser si jamais c'était pas trop... Enfin, bon, ça va se corser un peu là, hein, je vous préviens tout de suite. Réussir, littéralement, c'est sortir. C'est sortir, trouver une issue. C'est ça que ça veut dire, c'est ce que veut dire le mot, dans plusieurs langues. Mais, alors voilà, je me suis posé cette question. Exister, aussi, c'est sortir d'une condition. C'est s'émanciper. Là, je parle un peu latin. Ex sistere. Hein, sistere, se tenir, se trouver. Et le ex, le hors d'eux. Hein, s'en sortir, on pourrait dire. Exister. On peut dire aussi que quand on existe vraiment, je vais revenir sur ce mot qui est important dans le raisonnement que je vais essayer de quand même un petit peu construire. Exister, c'est peut-être ça, pouvoir sortir d'une condition dans laquelle on se trouve. Pouvoir s'émanciper. Exister vraiment, c'est s'émanciper. Alors, est-ce que c'est la même chose, exister et réussir, si réussir, c'est trouver une issue, s'en sortir? Est-ce que c'est la même chose, vraiment exister, avoir une vie qui serait vraiment une existence, je reviendrai sur cette expression dans quelques secondes, et réussir? Est-ce qu'il s'agit de la même chose? Alors, c'est un argument qu'on entend aujourd'hui, je crois, quand il s'agit de vanter les mérites de la croissance économique. On n'a pas l'impression, quand on entend vanter les mérites de la croissance économique, qu'on parle de ceux dont je vous parle depuis quelques minutes. Et pourtant, ce sont quand même les mêmes mots qui passent à ce moment-là dans les conversations. Quand on pense au mérite, j'ai déjà entendu ça, j'ai entendu des gens très importants dans le monde médiatique, je ne vous dirai pas les noms, mais j'en ai. Bon. J'ai entendu dire ça, que, par exemple, mérite de la croissance économique mondiale, ça a sorti la Chine de la pauvreté. Ça a sorti la Chine, écoutez bien,
ça a sorti la Chine de la pauvreté et, dit-on, disent-ils, bientôt, ça sera le tour de l'Afrique. Comme quoi, la croissance, il faut en soutenir l'idée. Si ça sort des continents entiers de la pauvreté, alors vous voyez, si ça sort, c'est une réussite. Est-ce que pour autant, ça améliore la qualité d'existence des Chinois et des Africains? Vous voyez, le genre de questions que je commence à essayer de poser. Et d'ailleurs, à quelles conditions elle s'est produite, si elle s'est produite, la sortie des Chinois de la pauvreté? Et d'ailleurs, quand on dit une chose comme ça, est-ce qu'on parle vraiment de pauvreté? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit les Chinois sont sortis de la pauvreté? De quelle pauvreté parle-t-on? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt dire misère? Est-ce qu'on ne veut pas dire plutôt les Chinois, la Chine est sortie d'avoir une foultitude d'habitants misérables? Mais ce n'est pas forcément la même chose, j'y viens dans quelques secondes. Être misérable et être pauvre. Est-ce qu'on parle vraiment donc de la pauvreté dans ce genre d'expression? Est-ce qu'on ne parle pas plutôt de misère? Le miséreux, je vous propose de le définir de la façon suivante. Le miséreux, c'est celui qui n'a pas ce qu'il faut pour seulement vivre et qui ne se sort pas de cette situation qui est la sienne littéralement, à savoir non pas d'exister, mais de subsister. C'est-à-dire, vous avez sister, c'est le même verbe que vous retrouvez dans les deux mots, sauf que sub, c'est en dessous. Les problèmes de subsistance, c'est quand on est en dessous de la possibilité de vraiment exister, c'est-à-dire tenu dans une condition dont on ne peut pas s'émanciper. Alors, est-ce que c'est pas comme ça qu'on pourrait définir la misère? Misérable est l'humain qui est entièrement accaparé par des questions de subsistance. Il ne s'en sort pas. Voilà. Il est dans le subsister. J'espère que j'ai suffisamment défini le mot. Si subsister est finalement le contraire d'exister, alors en effet, la misère est un mal radical. La misère. Est-ce à dire pour autant, parce que la misère serait un mal radical, et on est malheureusement parmi les humains dont toute la vie est consacrée à des questions de subsistance, qui ne sont pas des questions d'existence, est-ce que si subsister, c'est ce que je viens d'en dire, est-ce que pour autant nous pourrions nous féliciter dans une certaine mesure de dire que exister, le contraire de subsister, c'est ne manquer de rien. Voilà qui serait, ne manquer de rien, une réussite absolue et quelque chose comme un au-delà, c'est ce que je voudrais soutenir comme idée, de la condition existentielle de l'humanité. Je vais m'expliquer bien entendu sur ce point. J'ai exposé ce genre d'idées de façon relativement détaillée dans des travaux antérieurs, suivant à ce moment-là bien davantage que je ne vais le faire à présent, un philosophe dont il a d'ailleurs été question ce matin, à savoir Jean-Jacques Rousseau. Je vais résumer dans un langage qui est le mien l'essentiel de ma lecture de Rousseau et de cette espèce d'explication que je suis en train de construire entre la différence entre la misère et la pauvreté, la subsistance et l'existence. Rousseau, alors moi je trouvais extrêmement intéressante la proposition faite ce matin par notre ami Spinoza, mais je lis pas Rousseau de la même manière que lui, manifestement. Moi je retiens de Rousseau ceci, qu'il a parlé de l'humain comme d'un être perfectible. Perfectible. Le mot est sans doute ambigu et sûrement aura-t-il été souvent mal compris. L'expression perfectible veut dire, à mon sens, non pas que l'humanité doit ou pourrait incessamment se déplacer de génération en génération selon une ligne ininterrompue de progrès
en direction d'une perfection, hein, c'est-à-dire on serait perfectible, ça voudrait dire de génération en génération, on va vers une perfection au bout du compte. Non, non, ce que veut dire, je crois, ce mot, il faut entendre le suffixe perfectible. Si on est perfectible, on n'est jamais parfait. Et je pense que c'est ça que voulait dire Rousseau, l'être humain est perfectible, c'est-à-dire jamais parfait. Ouais. Je pense que donc l'expression signifie que l'humanité serait sortie de sa condition, deviendrait inhumaine, si elle ne pouvait plus envisager de faire un pas encore. Si elle en venait par conséquent à une sorte d'état d'allure, mais d'allure seulement paradisiaque, où elle aurait auprès d'elle non seulement tout ce qu'il faut, mais encore tout ce qu'il faudrait. Voilà. Alors, avoir ce qu'il faudrait avoir, c'est plus qu'il ne faut. C'est le moment le plus délicat de mon exposé cet après-midi, si jamais ce qui précédait ne l'était pas. Je voudrais faire réfléchir sur cette différence-là. Je suis sûr que si je me tais, mais évidemment je ne vais pas le faire parce que sinon non, il y a une panne, quoi. Mais si je me tais, je vous laisse réfléchir quelques secondes, est-ce que vous entendez de la même façon avoir tout ce qu'il faut et avoir tout ce qu'il faudrait? Il y a plus dans le faudrait que dans le il faut. Alors l'idée d'une humanité qui serait dans un perfectionnement incessant, si perfectionnement veut dire aller vers une fin paradisiaque, ça supposerait qu'arriverait à un moment donné la possibilité d'être humain encore et d'avoir auprès de soi non seulement tout ce qu'il faut pour vivre, mais tout ce qu'il faudrait, ce qui est en réalité interminable d'une certaine manière, c'est-à-dire qui supposerait la capacité à une surproduction infinie. Bon. Avoir ce qu'il faudrait avoir, c'est plus qu'il ne faut, et chez Rousseau, c'est la définition même du luxe, c'est-à-dire de l'excès de bien. Et nous y sommes sans doute, en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler la part occidentale du monde, nous y sommes sans doute, c'est ce qu'a réalisé et c'est ce que prétend toujours réaliser pour nous la société industrielle, société dont, soit dit au passage, nous ne critiquons sûrement pas suffisamment les ressorts quand nous nous obsédons sur l'augmentation, sans autre précision, du pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée que finalement la société se perfectionnerait, serait dans une ligne de progrès interminable dans la mesure où le pouvoir acheté augmenterait lui-même sans fin. Je suis évidemment en train de faire allusion à un mouvement social qui s'est développé en France depuis quelques mois. Alors, pouvoir d'achat, ça ne vient pas du mouvement social, ça vient d'avant, cette affaire. Je veux dire, il faut augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire soutenir une ligne de progrès, avoir tout ce qu'il faudrait, c'est ça. Avoir tout ce qu'il faudrait, c'est pouvoir acheter sans fin. Autrement dit, augmenter sans fin le pouvoir d'achat. Acheter quoi, d'ailleurs? Et produit dans quelles conditions? Il me semble que parler d'augmenter des salaires aurait au moins cet intérêt, je ne sais pas si c'est une bonne revendication, mais au moins ça aurait cet intérêt de mettre davantage en discussion la gestion et la distribution des valeurs ajoutées dans et par l'organisation de la production. À défaut de cette discussion, ou du fait, par exemple, que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas ça que j'ai entendu. Moi, j'ai pas entendu augmenter les salaires, j'ai entendu augmenter le pouvoir d'achat. À défaut d'une discussion sur la répartition, de la rétribution entre, disons, la part du travail et la part du capital pour aller vite, à défaut de cette discussion, si ce qui occupe aujourd'hui beaucoup d'entre nous, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat, qu'est-ce que le pouvoir dans le pouvoir d'achat? Qu'est-ce que ce pouvoir dans le pouvoir d'achat? Parfois, alors je reviens au mouvement, j'ai entendu cette formule, j'ai entendu des hommes dire le pouvoir d'achat, ça serait pouvoir remplir le réfrigérateur. J'ai entendu ça sur un rond-point, si vous voulez. Remplir le réfrigérateur. Peut-être que ceux qui s'expriment ainsi ne sont pas nécessairement loin de poser une question de subsistance. Ils signalent en fait que pour subsister aujourd'hui,
Il faut être en capacité d'accéder à un marché qui trouve d'abord sa condition de possibilité dans un droit de la propriété. J'ai appris ça d'une économiste qui travaille à l'université de Toulouse, qui s'appelle Geneviève Azam, parce que je me demandais comment est-ce qu'on crée un marché. Et alors, la réponse que j'ai eue, c'est que pour créer un marché, il faut d'abord privatiser des biens pour pouvoir les vendre ensuite. Autrement dit, il faut priver des gens de l'accès à des biens pour pouvoir ensuite les leur vendre. Alors, la question se pose après, comment accéder au marché en question ? Peut-être que ceux qui revendiquent l'augmentation du pouvoir d'achat auprès de nous aujourd'hui, en fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont sur le point d'être exclus de tout un marché auquel donc ils n'accèdent plus, et par conséquent, leur problème, ça va être de ils passent dessous le seuil. Et il y a une peur, évidemment, qu'on peut comprendre de ce point de vue-là. Il n'en reste pas moins que dans sa formulation la plus générale, le mot d'ordre de l'augmentation du pouvoir d'achat n'est pas en soi limité au nécessaire. Le mot d'ordre s'affirme sans restriction et il est par conséquent sans fin. Il supposerait à terme une humanité absolument comblée qui serait donc arrivée à un état de perfection. Et je reviens à Rousseau, pour son hypothèse à lui, c'est inconcevable. Une humanité qui serait comblée, c'est inconcevable. Ça veut dire elle est perfectible. En tant que tel, le mot d'ordre du pouvoir d'achat est solidaire d'une économie de la fourniture qui devrait être elle-même illimitée. C'est dans cette délimitation du fournir que se trouve le fondement de l'idée contemporaine de réussite. Mais aussi la justification d'une croissance des capacités productives au-delà de tout satisfaire possible. Je prends ce verbe littéralement pour évoquer en contrepoint une situation où l'on trouve qu'il n'est jamais fait assez. Satisfaisant. Faire assez. Avoir tout ce qu'il faudrait, augmenter le pouvoir d'achat, dans tout ça, je ne vois pas de limite. Et je pense que si ça promet quelque chose, ça promet une humanité à tout jamais insatisfaite, pour laquelle il n'en sera jamais fait assez, mais qui cependant rêve d'être comblée. Au bout du compte, si jamais ce bout pouvait exister. La question est de comprendre, pour moi, ce qui peut distinguer ce jamais faire assez, d'une société dans laquelle il y a des gens qui trouvent on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez pour nous, par exemple. D'un faire quand même, que j'évoquais au moment de définir tout à l'heure le courage. Il y va d'une limite, il y va d'un seuil, d'une issue qui se trouve dans un cas franchi, mais pas dans l'autre. Et la difficulté est là, perfectible, existant. Nous sommes voués à vivre autrement que dans le nécessaire, mais cependant pas dans l'avoir et dans le fournir sans fin. Bon, ça va aller mieux maintenant. Troisièmement, supposez avec moi que je n'ai pas autour de moi tout ce que je pourrais souhaiter, ni même tout ce qu'il faudrait. Ma situation, dans ce cas-là, certes, n'est pas idéale. Je n'ai pas tout ce qu'il faudrait, c'est-à-dire ma situation n'est pas idéale. C'est celle bien réelle de la pauvreté, c'est-à-dire de la pauvreté relative. Le pauvre, si ce n'est pas le misérable, c'est celui qui vit alors qu'il n'a pas auprès de lui tout ce qu'il faudrait, tout le possible. Dans cette situation de pauvreté ou de pauvreté relative, la perfectibilité dont parlait Rousseau consiste-t-elle à chercher le comble du possible? Non, elle implique seulement un mieux. Voilà. Non pas le mieux, ni un plus, un toujours plus, encore et encore, mais je dis bien un mieux.
C'est-à-dire que le pauvre, le courageux, c'est celui qui cherche mieux. Pas le mieux, mais mieux. Alors, s'agit-il d'une valeur mieux relative à l'opinion de chacun? C'est ici, me semble-t-il, qu'il faut appeler à la rescousse une autre philosophie, un autre philosophe, en l'occurrence Kant, Emmanuel Kant, découvrant sur le tard d'ailleurs, dans le champ de ce qui nous semble aujourd'hui plutôt relever de l'esthétique, l'existence d'une sorte de jugement dont les humains que nous sommes font grand cas, même alors même qu'ils signalent une certaine incapacité de leurs concepts et de leurs idées à déterminer ce qu'il en est du monde. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose que j'ai lu chez Kant, je vais revenir à mes autres préoccupations, bien entendu, qui est la différence entre savoir et réfléchir. Savoir, disait Kant, est jugement déterminant. On sait quelque chose quand on dispose d'un concept qui permet de qualifier l'expérience. Ceci et cela. Ça, c'est. Et derrière, on a une catégorie de pensée qui permet de qualifier la chose dont on parle. Ça, c'est un jugement déterminant, c'est du savoir. Mais Kant s'est rendu compte que dans un certain nombre d'expériences auxquelles l'humanité tient, elle n'est pas capable de savoir de quoi il retourne. Elle n'a pas de concept pour en décider. En revanche, elle peut réfléchir, c'est-à-dire chercher s'il n'y a pas quelque chose qui penserait mieux, disons, l'expérience en question. Réfléchir, voilà. Les jugements réfléchissants. Je pense que c'est ça qu'il faudrait apprendre à mettre en jeu. Les situations dans lesquelles se trouvent les pauvres humains sont des situations dans lesquelles ils ont à réfléchir alors même qu'ils ne savent pas déterminer par des concepts la situation dans laquelle ils se trouvent effectivement. Ce genre de jugement, les jugements réfléchissants, a au moins un mérite, celui de nous conduire à ne pas surestimer notre pouvoir de savoir et de raisonner. Il y a quelque utilité à nous rappeler à l'existence de tels jugements, c'est-à-dire, au fond, aux limites de notre capacité de connaître et de notre rationalité. C'est dans cet esprit, en tout cas, que je vous propose de considérer la question qui m'occupe encore, qu'est-ce que mieux faire ? Qu'est-ce que faire sans savoir le mieux? Qu'est-ce que faire quand l'idéal est absent, ce qu'il est en somme toujours, puisque par définition, l'idéal excède ce qu'il y a ou se trouve par rapport à ce qu'il y a excessif et correspondant à la situation, par hypothèse que j'essaye de réfléchir, de l'être humain comme être en situation de perfectibilité, pouvant faire mieux, pas le mieux, pouvant exister, c'est-à-dire sortir de l'état dans lequel il se trouve, ce qui par hypothèse serait aller vers un mieux, mais pas le mieux. Qu'est-ce que c'est que faire mieux et comment on peut se mettre en route pour faire mieux? Celui qui fait sans savoir le mieux, d'une part, et sans avoir d'autre part tout ce qu'il pourrait avoir pour faire, c'est par exemple le bricoleur. Le bricoleur est toujours en quelque manière démuni. Il est pauvre en moyens, il est relativement pauvre au moins, n'ayant jamais tout l'équipement que dans une autre situation peut-être il aurait auprès de lui. Cependant, le bricoleur ne va pas chercher à se munir d'abord de moyens, de ses moyens et de ses équipements qu'il pourrait éventuellement avoir. Non, il va s'arranger, quitte à en rabattre sur son projet de faire. Justement, il va travailler, il va peut-être même modifier son projet, même son intention, avec ce qu'il y a et depuis ce qu'il y a. Ce point me semble essentiel, qui ne fait pas de l'obtention des moyens une condition suspensive du geste opératoire.
C'est très important. Le bricoleur, c'est celui, au fond, qui fait avec de pauvres moyens, si vous voulez, mais qui fait, quel que soit l'état des moyens autour de lui. C'est pas le problème. Quitte à en rabattre, je répète, sur son projet initial, ou à le trouver, je vais y revenir, ce projet modifié en cours de route. C'est le point essentiel. Ne pas faire de l'obtention des moyens une condition suspensive du geste opératoire. Comme Ulysse qui finalement continue sa route démuni. Mais il continue. Ce point ouvre notre réflexion à sa question principale, celle de savoir, et ce serait, je crois, le courage même, si nous sommes capables, ne serait-ce que d'envisager de faire sans moyens. Ou à défaut, est-ce que nous imaginons de faire avec le minimum de moyens, c'est-à-dire le plus pauvrement possible? Ce que je soutiens ici, ce n'est pas ce qu'il est convenu d'appeler, on en a parlé tout à l'heure, je crois, productivité. Parce que la productivité a pour préalable l'idée de rendement. Elle a un but, la productivité, augmenter la rentabilité, et ce but, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à une façon de concevoir l'économie, c'est-à-dire dépenser le moins de moyens possible, mais toujours pour le même but. C'est ça, ça serait ça la productivité. Or, ce dont je voudrais vous parler à propos du bricoleur, c'est que le bricoleur n'est pas concerné par l'économie du rendement et de la productivité. La productivité a un but, augmenter la rentabilité, et ce but, elle ne le travaille pas lui-même, elle l'a plutôt comme une certitude indiscutable. Étant donné ce qu'on veut faire, quels sont les moyens les plus économiques pour y parvenir? Le bricoleur, c'est autre chose. Ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire, c'est faire. Au bout du compte, on verra bien quoi. Avec ce qu'il y a. Avec ce qu'il y a. Et sans faire peser sur son travail des conditions, des exigences en termes d'outillage. Faire avec ce qu'il y a. Ce qui vaut la peine de faire en elle-même, je reviens au fond au courage d'Ulysse, ça n'est pas le genre de certitude qui se trouve au cœur de l'économie et de la productivité, c'est au contraire l'incertitude quant au résultat. Le bricoleur courageux est courageux dans le fait même de son bricolage, ne sait pas le terme de son opération, il ne sait pas même si cette opération aura jamais un terme, c'est-à-dire si elle sera jamais réussie ou parfaite ou réitérable dans son processus. En fait, le bricoleur est régulièrement réorienté et d'abord dérouté par son travail même, comme Ulysse ne cesse d'être dérouté. Le bricoleur est dérouté sans cesse par son travail même. Cette possibilité de la déroute, je la tiens pour absolument essentielle. Il me semble qu'elle manque aujourd'hui beaucoup, disposant de techniques et de capacités de production que nous ne savons pas comment arrêter. Au fond, nous ne savons pas comment nous dérouter. Est-ce que nous imaginons même seulement qu'il soit possible de dérouter un processus productif? Et si jamais alors je pense évidemment, j'ouvre une parenthèse sur, si vous voulez, l'exemple extrême du processus productif indéroutable, c'est la centrale nucléaire, pour moi. C'est-à-dire, ça ne peut pas être dérouté. Nous avons mis en œuvre des techniques indéroutables. Nous ne sommes pas des bricoleurs. Bon. Si jamais nous nous essayions à dérouter nos productions, n'est-ce pas, à ce moment-là, dans l'intention d'atteindre à moindre coût, selon justement une meilleure productivité, avec d'autres moyens seulement, le même but ou la même issue. En fait, ce qui nous arrive, ce qui nous est déjà arrivé d'une certaine manière, c'est de ne pas assez envisager l'historicité, autre mot ambigu sans doute, pour dire la perfectibilité de notre condition. C'est au moins une corrélation que je voudrais signaler, tandis que certains travaillaient à rassembler les arguments qui rendent aujourd'hui inévitable l'inscription sous le nom d'Anthropocène d'un nouvel âge de l'univers, d'autres affirmaient au même moment
qu'une civilisation était substantiellement parvenue à se sortir de l'histoire, à savoir la nôtre. C'est-à-dire qu'elle n'était plus perfectible et qu'on ne pouvait plus y bricoler quoi que ce soit et qu'on n'y était pas pauvre et qu'il n'y avait pas de courage mais de la réussite, etc. etc. Ceux-ci qui affirmaient la fin de l'histoire, était en dernière analyse, ou me semble en dernière analyse, avoir été plus désespérants que ceux qui nous annoncent quelques désastres sous le nom d'Anthropocène. Le plus désespérant, ça serait que l'histoire soit finie. C'est-à-dire qu'on ne soit plus perfectible, qu'on ne puisse plus procéder à des opérations déroutables, qu'on ne puisse plus se perdre à certains moments dans quelques-unes de nos aventures productives. Donc, ceux qui nous promettaient la fin de l'histoire étaient en dernière analyse plus désespérants que ceux qui nous annoncent les catastrophes écologiques. Ils nous condamnaient, au fond, à vivre sans espoir dans une économie elle-même érigée en système. Le pire, si vous voulez, la pire phrase de toute cette période, c'est « There is no alternative ». C'est la pire chose. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, je ne suis pas du tout sûr. Supposons quand même que quelques éléments de méditation sont passés. Alors je vais terminer avec mon 4e point, qui sera donc, comme je l'avais dit, bref. Est-ce que j'ai omis en cours de route, dans mon opération aventureuse, toute précision quant au mieux faire que j'ai évoqué au passage? Je ne crois pas, au fond, puisqu'au fond, je viens de plaider pour que nous soyons davantage attentifs à l'existence de techniques bricolables, modifiables et déroutables. Que ce ne soit pas là suffisant, évidemment, j'en conviens, mais est-ce que pour des êtres humains perfectibles par hypothèse, voués à exister, à sortir de leurs conditions, est-ce qu'il n'y a jamais rien de suffisant? Voilà. Est-ce que l'idée d'avoir tout ce qu'il faudrait, qui serait une espèce d'hypothèse idéale, qui nous fermerait à toute histoire, puisqu'on aurait tout ce qu'il faudrait, est-ce que ce genre d'idées, finalement, sont valables? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas que nous pensions que de toute façon, nous n'aurons jamais les idées suffisantes à nous proposer des directions certaines? Nous pouvons réfléchir aux chemins à prendre, les connaître jamais. Voilà. Donc, que ce que j'ai dit ne soit pas suffisant, évidemment, j'en conviens. Je vais quand même vous faire une proposition qui me vient, même si elle ne me vient pas seulement, elle me vient quand même de l'expérience du design, non pas de l'expérience du design que j'aurais, de l'expérience du design telle que je la comprends. Voilà. La proposition que je vais vous faire pour conclure me vient de l'expérience du design, mais pas seulement. Parce que si j'avais le temps, j'évoquerais donc des moments antérieurs où le design n'existait pas et où cependant on peut trouver le type de proposition que je vais vous faire pour conclure. Par exemple, dans les textes de Rousseau, ou bien dans l'histoire de la fin de l'Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge, moment historique qui nous encourage aussi, pour leur part, à la sorte de pensée que j'essaye de vous dire. L'enjeu, et voici la proposition que je vous fais pour conclure. Il me semble, alors ça je ne vais pas pouvoir détailler, enfin peut-être un peu en discutant, mais ça serait beaucoup trop long, évidemment. Il me semble que l'enjeu, ça serait de réfléchir à un changement d'échelle ou de taille, par exemple. Non, la suggestion majeure que je fais, c'est la déroute, la possibilité de dérouter des techniques, qu'il ne soit pas grave, pour quelque raison que ce soit, de pouvoir se dérouter quand on commence à faire quelque chose. Mais on peut adjoindre à ça d'autres propositions. Par exemple, réfléchir à un changement d'échelle ou de taille. Par exemple, je pense que c'est lié. C'est-à-dire que les techniques déroutables ne sont jamais des techniques de grande échelle. Autre suggestion,
réfléchir à une moindre puissance en capital, opérer sans exiger ce qu'il faudrait de capital, opérer avec une moindre puissance en capital, opérer selon une plus grande simplicité dans les formes, opérer avec une focalisation de ce qu'on fait davantage ajusté sur l'utile que sur le commode. Si j'avais le temps, je développerais ce point, que d'ailleurs je dois à la lecture de Rousseau. Une chose commode, ce n'est pas une chose utile, ou l'inverse. Que l'utilité de quelque chose se manifeste vraiment, quand c'est vraiment utile, ce n'est pas commode. Il n'y a pas de lien de nécessité entre l'utile et le commode. Bon, focaliser davantage nos bricolages en direction de l'utile plutôt que du commode. Et, dernière suggestion, imaginez ce que pourrait être une industrie sans force, c'est-à-dire qui force rien. Et qui même ne recourt pas, parce que c'est une notion, moi je l'ai entendu beaucoup dire quand j'étais jeune, les forces productives. Bon, ça n'a l'air de rien, mais je veux dire, quand on dit une chose pareille, et même quand on dit les moyens de production, hein, ben si je dis, en fait, il nous faut réfléchir à faire quelque chose avec ce qu'il y a de capacité de production autour de nous. Pas de force productive, pas de moyens de production, mais des capacités de production autour de nous. De quoi ceux qui sont auprès de moi sont-ils capables? En général, la réponse est plurielle. Autour de moi, il y a des gens capables de beaucoup de choses. Chacun est capable de beaucoup de choses. Mais même les objets, mais même les outillages. Il n'y a pas de raison de penser, enfin Stéphane et Gaël en parlaient dans leur présentation avant moi, de réduire les objets à une fonctionnalité. Donc réfléchir à ça, imaginer une industrie qui ne recourt pas à l'idée qu'on a besoin de moyens ou de forces productives, mais qu'on a besoin de réfléchir à des capacités de production sans forcer les capacités en question. D'ailleurs, en principe, c'est dans la notion de capacité. De quoi quelqu'un ou quelque chose est-il capable? La bonne réponse à cette question est évidemment celle qui répond sans forcer l'objet ou la personne. Qu'il y ait lien entre tous ces éléments, une industrie sans force, un travail davantage focalisé sur l'utile que sur le commode, une plus grande simplicité dans les formes, une moindre puissance en capital, un changement de taille ou d'échelle et la déroute dans les opérations productives, qu'il y ait un lien entre tous ces éléments, c'est évidemment ce qu'il faudrait que je puisse expliquer davantage. Faute de temps, si vous voulez bien, je vous renvoie globalement, c'est assez immodeste, mais tant pis, aux analyses que je me suis efforcé de faire par ailleurs. Pour ce qui concerne une économie de la moindre puissance en capital, est-ce que je peux tout de même vous renvoyer, parce que c'est un sujet d'actualité, à la notion de cotisation et à celle qui lui est corollaire de propriété non lucrative que développe un économiste comme Bernard Friot. Bon, je dis ça parce que peut-être que l'un des problèmes que nous avons, c'est précisément que le pouvoir produire est associé à une détention de capital, à une propriété lucrative, et non pas une propriété non lucrative. Bernard Friot développe une conception de l'économie assise sur cette notion de propriété non lucrative, et qui est fondée sur la cotisation. L'échelle pertinente dont j'ai parlé, ça n'est pas... dans mon esprit, promouvoir l'autarcie, ça serait plutôt penser à la coopération, qui est corrélative de la cotisation, de se penser comme des coopérants cotisants. Voilà. Mot qui, parmi ceux que l'histoire nous a légués, me semble dire autre chose, bien autre chose, que celui de collaboration. La collaboration, elle est déjà à l'œuvre dans les manufactures d'où émergeront, lors du passage aux machines modernes, les factories que décrivait et critiquait
d'ailleurs Marx. Là, il y avait déjà de la collaboration. Mais la coopération, ce n'est pas la même chose que la collaboration. Et est-ce que je peux aussi dire que ça n'est pas ce à quoi je pense la même chose que la contribution? Que la contribution, laquelle contribution est une façon de profiter d'une créativité et d'un travail qui sont initialement bénévoles ou bienveillants, mais qui sont finalement soumis à un droit de gestion qui appartient à un tiers pouvoir qui est extérieur aux contributeurs. Donc je m'arrête là-dessus, mais c'est des suggestions de vocabulaire. Nous penser comme des coopérateurs cotisants plutôt que comme des collaborateurs ou des contributeurs. Je pense que là, c'est des opérations nécessaires pour effectuer tout ce que j'ai résumé de façon trop rapide, le changement d'échelle, la moindre puissance en capital, la possibilité de dérouter la production. Donc au bout de tout ce raisonnement, parti d'Ulysse, il y a quand même des propositions pour le monde d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre Damien, pour cet exposé structuré.